toujours les mêmes sujets qui doivent revenir souvent malheureusement parce que ce sont les sujets majeurs. Salut Max, ça va bien? Toujours les sujets majeurs, mais donc forcément on va avoir une situation en Palestine cette semaine puisque forcément il y a eu une offensive israélienne à Rafah dans la bande de Gaza, donc il y a eu beaucoup de choses, mais même en dehors même du front, il y a eu beaucoup de choses autour, hein, donc plus d'un point de vue diplomatique. Donc ça c'est un peu ce qui nous intéresse à nous pour notre sujet. Je vais évidemment parler des chiffres, etc. Et autres choses notamment de l'ONU, des ONG, etc. De la situation humanitaire là-bas qui est compliquée. Mais là, diplomatiquement parlant, il y a eu beaucoup de choses ces derniers jours qui sont intéressantes à observer. On va ensuite parler de l'Ukraine et de la Russie, toujours, hein, puisque là, c'est une semaine qui a été très importante et très chargée pour la Russie, notamment, avec beaucoup de réussites. On en parlait il y a 15 jours, mais là, ça prend une ampleur assez considérable. Il y a beaucoup de succès pour l'armée russe en ce moment, avec notamment des changements, on en parlera, et des visites d'État officielles de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est assez rare pour être souligné depuis 2 ans. Donc on va en parler également. Et ensuite, on parlera de la situation à Taïwan, parce que mine de rien, on a fait 2 revues de presse pour le moment sur les 3 dernières semaines. Et on n'a jamais pu vraiment parler de la situation à Taïwan, puisqu'elle était plus ou moins stabilisée autour de l'île. Mais dû au contexte particulier de Taïwan, c'est pour les prochains jours, forcément, on va parler un peu plus de ça. Et on va finir par cette grève générale en Argentine. J'ai voulu faire un post Insta là-dessus, mais j'ai pas eu le temps non plus ces derniers jours, donc on va en parler plutôt là dans la revue de presse. Et ça va être assez intéressant. Comme vous le savez, l'Argentine a un nouveau président depuis 5 mois. Et il a mis en place beaucoup de mesures économiques qui ont fait descendre les Argentins dans la rue. Et on va essayer d'analyser ça d'un point de vue même positif comme négatif, parce que ça a beau être un président populiste, plutôt d'extrême droite, il a un bilan économique qui est loin d'être, disons, totalement désastreux, puisqu'il y a eu des choses qui sont positives pour l'Argentine. Et on terminera par la vidéo du jour qui aujourd'hui qui sera un complément du chapitre sur l'Ukraine. Donc voilà, je reçois des messages en même temps, incroyable. Ah, c'est mon pote Thomas le Serbe. Thomas le Serbe qui pourrait bien nous rejoindre pour nos aventures GeoGuessr d'ailleurs. Donc tenez-vous prêts parce que on pourra enfin voir le cyrillique pour nos prochaines parties. Donc la situation à Rafah. Donc l'armée israélienne a accéléré sa contre-offensive à Rafah, donc dans le nord de la bande de Gaza. Et la situation a pris une tournure assez dramatique pour les Palestiniens, puisqu'il y a eu des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été contraints donc, de partir du nord de Gaza pour aller au sud. Et ils ont fui totalement la ville de Rafah en quête d'un nouveau refuge, d'un nouveau endroit. Le problème de ces familles-là, c'est que ce sont des familles qui ont été déplacées déjà à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment Gaza, comme vous le savez, hein, la Palestine est séparée avec Gaza et côté Gaza, côté Cisjordanie, comme on appelle en français, West Bank, et notamment on dit West Bank et Gaza Bank en anglais. Et à Gaza, c'est là où tout est concentré, on va dire, le noyau du groupe terroriste, le Hamas. Et c'est là où il y a beaucoup d'otages encore israéliens, malheureusement. Et l'armée israélienne avait promis de libérer tous les otages, notamment dans plusieurs déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et forcément, ça a contraint plusieurs personnes. Israël avait quand même malgré tout envoyé un communiqué, un message demandant aux familles palestiniennes, aux civils palestiniens de Rafah de se déplacer au sud par mesure de sécurité. Le problème, c'est que malgré ce qu'a pu dire Benjamin Netanyahou, parce que je crois que c'était hier ou avant-hier, Benjamin Netanyahou a affirmé, il s'est félicité plus ou moins d'avoir évité une catastrophe humanitaire à Gaza en affirmant que grâce aux préventions de l'armée israélienne, de Tsahal, et des communiqués
du gouvernement israélien. Beaucoup de familles ont pu se déplacer à temps avant de lancer les premiers bombardements. Donc ça a évité à des familles, femmes, enfants, personnes âgées, hommes, de mourir sous les bombardements israéliens. Donc il s'est vanté d'un succès plus ou moins humanitaire. Le problème, c'est que quand on analyse les situations et qu'on entend d'autres discours, c'est loin d'être un succès humanitaire. Hein. On frôle plutôt la catastrophe humaine. Hein. C'est le cas de le dire. L'ONU a d'ailleurs dit qu'il n'y avait aucune zone dans la bande de Gaza, aucun lieu, aucune région, aucun quartier de Gaza qui était en sécurité aujourd'hui et qui était considéré comme un lieu sûr. Donc ces familles-là, palestiniennes, comme elles sont parquées dans une enclave qui est assez fermée, à savoir Gaza, ils se déplacent, mais ils sont jamais réellement en sécurité. On compte aujourd'hui, selon l'armée israélienne, plus de 300 000 personnes qui ont quitté Rafah pour une zone comme je vous l'ai mis ici même. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux vous sur le live. Ici, c'est une coupure du journal Haaretz de la version de l'édition anglaise. De l'édition anglaise qui affirme effectivement que ces familles ont été déplacées dans des zones humanitaires. Or, plusieurs ONG et plusieurs membres de l'ONU ont affirmé qu'il n'y avait presque pas réellement de coins où les actions humanitaires peuvent être déployées à Gaza. Donc, ils ne sont pas réellement en sécurité, ces familles qui se déplacent. On compte notamment, des chiffres, selon les chiffres de l'ONU, si je ne me trompe pas, que parmi les victimes depuis le début du conflit, il y a entre 55 et 60% de femmes et d'enfants en Palestine. Donc c'est une catastrophe humanitaire complète. Les approvisionnements en médicaments, en soins, en nourriture, en eau ne sont pas toujours livrés à temps. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a les États-Unis qui ont amarré un navire humanitaire pour venir en aide en Palestine. Mais entre le moment où les livraisons sont faites et le moment où ces pauvres civils reçouvent les soins, il y a plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et c'est malheureusement un timing assez grand pour ne pas intervenir à temps. Donc c'est ce qui est assez compliqué aujourd'hui à Gaza. Et cette situation commence à devenir très critique, notamment pour Israël, puisque cette offensive à Rafah a été totalement dénoncée par une grande partie de la communauté internationale, y compris les États-Unis. Le président américain Joe Biden alerte depuis plusieurs semaines Benjamin Netanyahou en disant qu'il ne faut pas attaquer à Rafah puisque ce serait un désastre humanitaire, un désastre humain, un désastre militaire et un désastre politique. Et Israël a agi à l'encontre des recommandations de la Maison-Blanche, et y compris la France. Hein, la France aussi a dénoncé cette offensive à Rafah. Donc plus les jours passent, plus les semaines passent, plus Israël commence à s'isoler à l'international, y compris vis-à-vis de certains de ses alliés assez proches. Les États-Unis, évidemment, restent toujours plutôt du côté d'Israël, mais des pays tels que la France, par exemple, ne sont de moins en moins apportent un soutien exclusif un peu moins puissant qu'il n'y paraît il y a quelques mois. Donc forcément, ça peut être un tournant puisque Benjamin Netanyahou ne cesse de répéter qu'il ne changera pas d'avis, que pour lui, il faut éradiquer chaque membre du Hamas en Palestine, qu'il fallait encore une fois libérer les otages israéliens qui sont pris dans les griffes du Hamas à Gaza. Donc Israël ne sont absolument pas déterminés à réduire leur politique militaire et leur stratégie dans la région. Ils veulent continuer même à accélérer et à intensifier ces frappes à Rafah. Et Rafah est une zone stratégique importante puisque c'est un endroit assez puissant à Gaza. Et en plus de ça, cette offensive à Rafah a aussi été dénoncée puisque aujourd'hui même, le peuple palestinien célèbre les 76 ans de la Nakba. Donc la Nakba, c'est un jour historique pour les Palestiniens puisqu'on commémore le jour où, en 1978,
ils ont où le peuple palestinien a été contraint de se déplacer à l'État au moment de la création de l'État d'Israël. Donc c'est un jour très important dans l'histoire de la Palestine et Israël a attaqué ce jour-ci. Donc c'est une période qui est symboliquement parlant en dehors même de tout assaut militaire. C'est là on attaque le moral du peuple palestinien et ça fait écho en plus vis-à-vis du Hamas à cette terrible soirée, cette terrible journée du 7 octobre où le Hamas avait attaqué pendant une fête juive. Donc il y a une résonance et une comparaison qui est assez forte ici. Et c'est pour ça que le peuple palestinien cette semaine vit des jours bien compliqués, notamment à Gaza. Et à l'échelle de la scène diplomatique, il y a eu d'autres événements ces derniers jours qui ont été importants dans le conflit israélo-palestinien, notamment le fait que l'ONU, avec une large majorité, ont voté pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Une mesure qui n'a évidemment pas été officialisée, c'est un vote symbolique. Pourquoi ça n'a pas été officialisé? Puisque les États-Unis, qui font partie du Conseil de sécurité, avaient mis son veto quoi qu'il arrive, donc ça ne pouvait pas être adopté. Mais ça implique qu'une majorité des pays de l'ONU sont d'accord pour reconnaître l'État de Palestine, pour la création d'un État palestinien, pour qu'il siège à l'ONU. Donc c'est vraiment ce veto américain qui aujourd'hui retarde les solutions diplomatiques à ce conflit d'une ampleur considérable dans la région, puisqu'on ne va pas y revenir, on va en parler un peu plus tard, mais on en a parlé que ce conflit ne concernait pas exclusivement dans la région Israël et la Palestine. On avait parlé de l'Iran il y a quelques semaines. Il y a évidemment l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte aussi, qui ont qui prennent des actions directes ou indirectes dans ce conflit, qui prennent position. Le Qatar et l'Égypte notamment, ce sont les deux pays de la région qui s'assoient à la table des négociations pour un cessez-le-feu. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est impossible. Il y a un blocage israélien pour le cessez-le-feu. L'Égypte continue d'appeler Israël à faire preuve d'un peu plus de flexibilité pour accepter un cessez-le-feu, pour éviter une escalade d'une ampleur considérable qui a lieu actuellement à Rafah. Donc le Qatar aussi avait appelé Israël à accepter cette demande. Le Hamas aussi n'a pas toujours voulu un cessez-le-feu, mais sur les dernières conditions, ils avaient accepté. Donc aujourd'hui, la situation, elle est dramatique, puisque aucune solution diplomatique semble possible aujourd'hui. Et il y a même une escalade en dehors d'Israël, puisque l'Égypte et l'Afrique du Sud ont saisi à nouveau, veulent saisir, d'ailleurs, et pas veut saisir, il y a une petite coquille sur le visuel, veulent saisir la cour de justice internationale pour appeler Israël au tribunal et à rendre des comptes vis-à-vis de la situation à Rafah qui entraverait, d'après l'Égypte et l'Afrique du Sud, plusieurs règles liées à la charte de l'ONU, à la charte aux droits de l'homme et à la Convention de Genève et tout autre accord qu'il y a eu entre les différents pays ces dernières décennies. Donc là, ça prend une ampleur considérable et Israël peut perdre beaucoup sur la scène diplomatique. Et parce que c'est un conflit en plus qui sort même de la zone du Proche-Orient. On a même pu le voir le week-end dernier à l'Eurovision que ce sujet-là prend une ampleur considérable vis-à-vis des autres pays. On a pu voir des chanteurs, des danseuses et des danseurs d'autres pays boycotter, refuser de discuter avec la délégation israélienne présente en Suède pour l'Eurovision. Donc on peut voir que chaque groupe diplomatique qui représente un tant soit peu Israël peine aujourd'hui à se faire entendre, puisque plusieurs pays se rendent compte que la situation est en train de dégénérer et que Benjamin Netanyahou et certains de ses bras droits sont en train de répondre avec une férocité et sans même respecter plusieurs règles. Donc c'est là la situation est dramatique. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU,
continue à appeler Israël à un cessez-le-feu pour faciliter au moins la livraison de sacs humanitaires, de ressources humanitaires, et même ceci n'est pas aujourd'hui respecté. Donc c'est... Et d'ailleurs, ce qui pourrait avoir des conséquences tragiques, c'est en plus la mort d'un employé de l'ONU à Gaza. Sous les bombardements et les frappes israéliennes, un membre officiel de l'ONU est décédé cette semaine. Et ça, c'est une chose que l'ONU ne peut absolument pas entendre. Et Israël a beau chercher certains arguments de défense, comme quoi il y avait des groupes du Hamas qui étaient pas loin des lieux officiels de l'ONU. Aujourd'hui, c'est très dangereux. Le jeu à laquelle joue Israël est très dangereux, puisqu'il y a des dommages collatéraux qui pourraient peser très cher si Israël venait un jour à rendre des comptes devant l'ONU ou devant ou devant la Cour internationale de justice. Donc aujourd'hui, la situation est totalement instable, elle est ingérable pour que ce soit pour les Palestiniens, que ce soit pour même le Hamas, pour que ce soit Israël, tous les alliés. Les États-Unis ne se sentent plus du tout écoutés aujourd'hui, et la voix des États-Unis ne pèse plus autant qu'avant auprès d'Israël. Donc l'escalade annoncée depuis plusieurs semaines a lieu actuellement, et la marge de solution présente est aujourd'hui très 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 fine. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde en même temps si je reçois pas de... Comme vous le voyez là, je regarde justement si je reçois pas d'alerte en direct live. Mais là, le courrier international, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais que la situation devient ingérable pour les différentes parties. Le courrier international vient d'envoyer un push sur les téléphones, où ils ont écrit un article sur le gouvernement de Netanyahou, qui est en train de se fracturer, de se diviser au sujet des différents scénarios après l'offensive de Rafah, après Gaza. Donc au sein même du gouvernement israélien, des camps secrets. Puisqu'il est vrai à lire certains journaux ou à regarder certains médias, il est vrai qu'on a l'impression que le peuple israélien est rangé exclusivement derrière Netanyahou, mais le peuple israélien aujourd'hui est un peuple qui n'est absolument pas d'accord en majorité face à la politique de Netanyahou. Déjà avant le 7 octobre, les Israéliens enchaînaient de larges manifestations à Tel Aviv, à Jérusalem, contre une grande réforme de la justice israélienne. Donc Netanyahou ne jouit pas d'une cote de popularité extraordinaire depuis des années, et la situation à Gaza, on a vu plusieurs manifestations qui allaient à l'encontre des décisions de Netanyahou. Donc il ne faut pas penser que le peuple israélien est rangé en majorité ou exclusivement derrière Netanyahou. Mais effectivement, la situation elle devient instable, puisque même Netanyahou ne se fait plus entendre et n'arrive pas à avoir un gouvernement rallié à sa cause depuis plusieurs mois. Et bonjour Étienne. T'inquiète pas, je termine ma phrase. J'allais pas placer un bonjour Étienne en plein milieu d'une phrase sur Netanyahou, frère. Tu crois que je vais faire quoi? Les bombardements du 7 octobre qui ont fait plusieurs dizaines et centaines de morts. Bonjour Étienne, comment tu vas, mon ref? Bah non, frère. Alors, c'est une bonne question, Ronan. Pour le moment, il n'y a pas eu énormément de renouveau sur depuis les récents bombardements et échanges qu'il y a eu. La relation d'un point de vue diplomatique, elle est rompue, mais ça déjà depuis bien longtemps. L'Iran joue un jeu de communication où ils se préparent, tu sais, à une sorte de communication ils entraînent leurs troupes. Puisqu'aujourd'hui, il y a même eu une rumeur comme quoi l'Iran serait doté désormais de la bombe atomique.
et de frappe nucléaire plutôt, enfin de ressources militaires nucléaires, c'était ça exactement ce qu'ils avaient dit. Donc ils jouent un peu le jeu de la peur, bluff ou pas bluff, là-dessus, et Israël n'a plus du tout rétorqué depuis, mais il y a surtout aujourd'hui un échange diplomatique, un échange de communiqués sur si tu m'attaques, je t'attaque. Mais il n'y a pas eu d'événements concrets, si tu veux, depuis, depuis la mort des gardiens de la révolution là, à Damas en Syrie, ou depuis qu'il y a eu les drones iraniens qui ont survolé le ciel israélien. Donc c'est un jeu de je te fais peur, tu me fais peur pour le moment. Et il est vrai que faudra toujours surveiller, puisque l'Iran est un grand pays dans la région, un pays avec beaucoup, on en avait parlé d'alliés proxy, hein, donc au Liban, au Yémen, avec les Houthis, avec le Hezbollah, tout ça. Donc il faut toujours surveiller ce coin-là, puisque finalement, la vraie escalade régionale qui pourrait transformer qui pourrait vraiment engendrer une grande escalade, c'est vraiment lié à l'Iran, parce qu'aujourd'hui c'est surtout entre deux pays, Israël et la Palestine, avec des alliés plus ou moins actifs ou passifs, mais c'est clairement une situation que par exemple les États-Unis regardent beaucoup, puisque l'Iran est un ennemi historique des États-Unis. Donc forcément la situation en Iran est toujours surveillée de très proche, quoi. Excusez-moi, parce que je reçois des messages en même temps. Euh, tic. Euh, Ah, tu m'as posé une autre question, excuse-moi. La Jordanie se situe comment d'ailleurs? Bah en fait, la Jordanie, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est un pays assez important dans la région, notamment dans ce conflit-là, de par sa place même sur la carte, hein, géographiquement parlant. Ils essayent de jouer la carte de la stabilité, de la neutralité depuis le début du conflit, mais c'est assez compliqué. Il y a eu un plan, il y a eu une tentative, je crois, de piratage de l'Iran qui a été contrecarrée en Jordanie récemment. Donc, et au sein même de ces allocutions, le président jordanien, il essaie un peu d'être au milieu sans prendre trop de position, parce que la Jordanie fait partie des pays qui avaient un petit peu ouvert la voie diplomatique avec Israël avant le 7 octobre. Donc ça fait partie des pays un peu comme l'Arabie Saoudite, qui n'essayent pas de prendre parti tant ils ont des ressources et des objectifs diplomatiques dans la région. Il est vrai qu'aujourd'hui l'Iran, c'est surtout le Liban, le Yémen, qui sont des alliés historiques de l'Iran, et des ennemis d'Israël. Mais tous ces pays-là vont par effet logique, par conséquence, par effet domino, ils vont être obligés au bout d'un moment de prendre plus ou moins position dans ce conflit. Et la Jordanie commence petit à petit à être de moins en moins neutre sur le sur ce conflit-là, et l'Iran essaye tant bien que mal de rallier la Jordanie à sa cause. Mais attendez, on va voir ensemble, parce que c'est vrai que ça je le fais pas assez souvent, mais quand vous avez des bonnes questions que on va vite savoir. Jordanie, Israël. Ah non, je vais pas partir en voyage maintenant. Bah tu vois, t'as une première. Il y a une première. Il y a une première. Un premier élément important que j'avais complètement omis. C'est qu'effectivement, je l'avais lu, mais j'avais oublié qu'il y avait eu des manifestations contre Israël, tu vois, qui se durcissent et qui continuent en Jordanie.
Donc maintenant, il faudra surtout voir la différence entre l'avis du peuple et l'avis des politiques, qui peut parfois ne pas se ressembler. Et le Washington Post écrivait notamment que voilà que le gouvernement jordanien a du mal à retenir la gronde populaire de son peuple aux protestations à Gaza, puisque c'est ce qu'on expliquait plus ou moins en introduction. C'est le problème, c'est que l'offensive à Rafah a tellement été dénoncée par toute la communauté internationale, y compris les États-Unis. Les États-Unis n'arrêtaient pas d'alerter Israël pour lui dire de ne pas faire cette offensive à Rafah, que ça c'est un point de basculement dans le conflit qui peut être très douloureux pour Israël, puisque des pays qui étaient jusqu'à là non alignés ou assez neutres, qui jouaient un jeu un peu d'équilibriste, ils se retrouvent coincés, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à gronder réellement. Et ça va être compliqué à gérer tous ces pays neutres qui vont finir par prendre position. Et généralement, les pays qui ne prennent pas position, un peu comme la Chine avec le conflit en Ukraine, c'est qu'ils ont des besoins, on va dire, diplomatiques ou économiques avec l'un des deux pays. Mais on sait très bien que malgré un jeu de neutralité, on sait que chaque pays neutre pourrait être enclin plus à basculer d'un côté ou d'un autre. Et la Jordanie, de par sa position géographique, est plus du côté forcément de la Palestine. Hein. Ouais, vous voyez, là, ils écrivent que c'est des manifestations récurrentes depuis près de 6 mois. Je pensais pas que c'était 6 mois. Comme quoi ça passe assez vite. Sous pression, la Jordanie de moins en moins modérée. Donc effectivement, bon là ça date de novembre, hein, c'était au début de l'escalade du 7 octobre. Mais voilà en tout cas, et ça c'est ce que j'avais lu, effectivement. Des armes auraient été envoyées par des milices soutenues par l'Iran en Syrie à une cellule des frères musulmans dans le royaume lié au Hamas. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est exactement ce dont on parlait. Hein. C'est exactement ce dont on parlait l'autre jour dans l'autre revue de presse au sujet de l'Iran qui, sans rentrer directement dans le conflit, a des stratégies de militaires liées à des proxys, donc ils financent énormément de groupes ou groupuscules terroristes pour livrer des armes dans d'autres pays. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir le Hezbollah au Liban, à avoir les Houthis au Yémen, à avoir le Hamas en Palestine. Donc c'est toute la stratégie iranienne qui est comme ça. Sur ce, on va enchaîner avec une... Bon, ça reste pas très 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 joyeux, hein, ce que je vous présente, mais l'Ukraine, désormais, les amis. Parce que l'Ukraine, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment du côté russe. Là, je vous ai mis le drapeau ukrainien, mais j'aurais pu mettre le drapeau russe parce que c'est surtout de la Russie finalement qu'on va parler aujourd'hui. Donc, comme annoncé il y a 2 semaines, je vous l'avais dit dans la présente revue de presse, l'armée russe préparait une offensive dans le nord-est du pays, donc à Kharkiv. Kharkiv, qui est une région, vous en entendez forcément parler depuis 2 ans, qui est une région assez stratégique. Mais pourquoi la Russie décide de... Excusez-moi, j'ai un petit rototo. Pourquoi la Russie décide de concentrer désormais ses, son assaut militaire à Kharkiv? Parce que pour le moment, ça avance pas réellement au niveau du Donbass et de Zaporizhia, qui sont vraiment les régions, pour le coup, très 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 stratégiques. Et si les Russes venaient à prendre entièrement le Donbass et Zaporizhia, là pour le coup on parlerait d'un événement historique et une tournure décisive dans la guerre. Donc histoire de gagner quand même un peu plus de terrain, la Russie se concentre sur d'autres régions plus stratégiques et où l'avancée est moins rude pour, euh, pour, euh, pour la Russie. Donc les combats ont continué ces derniers jours. Il y a eu une trentaine de villes ukrainiennes qui ont été bombardées et prises d'assaut par les Russes. Et il y a eu entre 6 000 et 8 000 habitants qui ont été contraints d'évacuer, de partir.
Et il y a eu un reportage très intéressant chez France 24, donc dans les observateurs de France 24, qui, avec notamment le correspondant en Ukraine de France Info et France 24, qui disait que euh, les habitants de Kharkiv ont tellement l'habitude de faire des bombardements, de subir des bombardements, que c'est très rare les moments où ils évacuent. Si les habitants de Kharkiv commencent à évacuer et à quitter le lieu où ils habitent, c'est que ça prend réellement une tournure catastrophique. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc c'est pour ça que la communauté internationale a décidé de resurveiller de près et d'observer ce qui est l'avancée russe à Kharkiv, parce que c'est assez rare de voir des familles entières depuis se déplacer dans cette région-là. Ça a été évidemment et malheureusement le cas au début de la guerre, hein, il y a 2 ans, mais là réellement il y a eu une vague de personnes déplacées qui n'avaient plus eu lieu depuis un petit moment dans cette région du nord-est de l'Ukraine. Et il y a eu énormément de bâtiments, des bâtiments qui sont vraiment pour le coup officiels. Il y a eu des universités, il y a eu des résidences, des entreprises importantes ukrainiennes qui ont vu leurs bureaux et ou leurs sièges sociaux complètement détruits. Donc ça, ils ont tapé des quartiers assez stratégiques et assez importants pour l'Ukraine. Ça avait déjà été le cas il y a 2 semaines, si vous vous souvenez bien, on en parlait, quand ils avaient bombardé des lieux importants d'un point de vue énergétique pour l'Ukraine. Donc, on est toujours dans cette logique d'attaquer des lieux importants à reprendre pour l'Ukraine. Bah, je vais en parler, mais je vais vous mettre. Bah là, comme j'ai fini, je vais vous remettre en haut plutôt parce que de toute manière. Mais pas de problème, Étienne. De toute manière, j'ai fini la petite première partie, donc on va en parler ensuite. Ça va comme ça ou pas, Étienne? C'est bon? Ok. Donc du coup, cette offensive russe à Kharkiv a permis à la Russie de reprendre un peu moins de 280 mètres carrés de kilomètres carrés. Mètres carrés. Poutine serait un peu déçu, je pense. Kilomètres carrés. Euh, 280 mètres carrés. Il a juste pris une villa avec une piscine. Voilà, félicitations, palmarès de la Russie. On a repris une maison. Mais non, 280 km carrés en un peu moins de 10 jours. Et, c'est le succès militaire le plus important pour l'armée russe depuis 1 an et demi. Donc c'est vrai qu'on a tendance et on en a lu, hein, certains, j'ai lu des réactions sur les réseaux sociaux, etc., dans les commentaires de certains comptes Twitter, notamment Little Think Tank, que je vous invite à suivre, etc., qui disaient, oui, on dit toujours, ok, la Russie gagne, mais ça avance pas. Les gens ont eu un petit peu un ras-le-bol, à juste titre, de la guerre en Ukraine. Mais là, ce qui s'est passé cette semaine, on en parle moins, et pour le coup, c'est un vrai rebondissement. Parce que là, on parle, les chiffres ne mentent pas, hein, 280 km carrés repris par l'armée russe, et que c'est ton gain militaire et stratégique le plus important en 1 an et demi, c'est que c'est une victoire assez considérable pour la Russie de Vladimir Poutine. Les autres choses à savoir sur ce qui s'est passé dans ce conflit-là qui sont importants, c'est que Vladimir Poutine s'est séparé de Sergei Shoigu. Et Sergei Shoigu, c'était l'un des 2 ou 3 personnes les plus importantes et les plus puissantes de Russie depuis le début du conflit. Sergei Shoigu, avec notamment Sergei Lavrov. Donc Sergei Lavrov, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est celui qui est missionné depuis que Poutine est devenu persona non grata dans la plupart des sommets diplomatiques. Lavrov et Shoigu, c'est les 2 hommes les plus puissants aux côtés de Vladimir Poutine. Et là, Vladimir Poutine, il a décidé de taper fort en se débarrassant de Sergei Shoigu, qui est pourtant quelqu'un qui était un fidèle allié à la politique de Poutine depuis de nombreuses années. Et il l'a renvoyé pour le remplacer par Andrei Belousov. Et Andrei Belousov, c'est un technocrate, donc très loin de la logique de Poutine, hein, et c'est un ancien technocrate. Enfin, c'est un technocrate qui n'a pas toujours, on va dire, défendu la politique de Poutine, qui, évidemment, depuis la guerre en Ukraine,
Ce n'est plus le cas. Hein. Andrei Belousov, c'est quelqu'un qui soutient finalement l'opération spéciale en Ukraine, comme l'a dit Vladimir Poutine. Et cette décision, elle est très symbolique, puisque ça renforce la position politique de Poutine en Russie. Pour rappel, Poutine a été réélu, hein, il a remporté les élections présidentielles il y a quelques mois. Et en plus de ça, il montre qu'il est capable, malgré cette continuité en Russie, de changer les personnes qui l'entourent. Et Sergei Shoigu, c'est un départ qui était inattendu et c'est un rebondissement considérable, même dans la guerre en Ukraine, puisque c'était quand même le ministère de la Défense. Et c'était une personne qui avait énormément de responsabilités dans ce conflit-là. Donc le fait que Poutine montre au monde entier qu'il est capable de prendre de grandes décisions politiques avec son ministère de la Défense, avec ministère de la Défense russe, hein, qui est directement chargé hein, de certaines opérations et décisions avec l'armée russe, il montre qu'il se tient prêt, et c'est ce qu'il a dit Poutine d'ailleurs dans une allocution, il a dit que ce changement montrait que la Russie était totalement prête à ce que la guerre dure encore des années. Le problème, et Volodymyr Zelensky l'a répété, c'est que l'Ukraine peut résister avec énormément d'aide, évidemment, de l'Europe, des États-Unis, etc., mais sans que leurs alliés n'entrent en guerre, l'Ukraine ne pourra pas résister avec leur armée et quelques volontaires étrangers. Tant que l'armée américaine, l'armée française ne vient pas les aider directement, ils ne pourront pas résister 5, 6, 7 ans à la Russie. Et Vladimir Poutine, il montre avec cette décision-là qu'il prépare l'avenir et il se prépare à un long conflit militaire avec l'Ukraine et qu'il montre que lui, il peut faire durer ce conflit parce que le point fort de la Russie, la force de la Russie, c'est le temps. Plus ils ont du temps, pour eux, mieux ça sera, puisque le rideau ukrainien finira par se briser. C'est en tout cas ce que vise Poutine depuis maintenant plusieurs mois, puisque même s'il n'avance pas, notamment dans la région du Donbass et de la Zaporizhia, gagner Kharkiv et autres petits lieux stratégiques met un coup au moral, permet à la Russie d'empocher des victoires symboliques, et en changeant également certains bras droits, tu changes de stratégie, tu brouilles les pistes. Donc c'est une semaine qui a été très 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 importante pour Poutine, et surtout, et je terminerai là-dessus ce chapitre sur l'Ukraine, il a rendu visite à Xi Jinping en Chine, donc c'est une visite d'État de Vladimir Poutine, une chose qui est très rare ces dernières années. Poutine lui-même s'est déplacé en Chine pour rencontrer Xi Jinping, pour renforcer leurs relations diplomatiques, pour signer certains accords et autres collaborations économiques. Alors même si la Chine n'a jamais dénoncé directement la décision russe, ne s'est jamais opposé non plus à l'Ukraine, Xi Jinping a, je vous le rappelle, également accepté de rendre visite à Zelensky. Donc il a toujours joué un jeu d'équilibriste, de médiateur de paix, un peu neutre, mais dans l'absolu, comme je vous le disais tout à l'heure, la Chine reste évidemment un allié historique de la Russie, notamment en grande partie lié à leur histoire commune, à leurs frontières communes, à leurs opinions politiques et autres philosophies qu'ils partagent depuis des années les deux pays, et évidemment la collaboration des BRICS, qui ont été une création à la fois russe et chinoise. Donc forcément, cette visite de Poutine en Chine marque un tournant assez intéressant sur la scène diplomatique des dernières années. Et elle fait en plus suite à la visite surprise qui n'était pour le coup pas du tout prévue. Une surprise pas prévue. C'est le principe d'une surprise, Valentin. C'est de Anthony Blinken. Donc Anthony Blinken, c'est plus ou moins le ministère des Affaires étrangères américain, on peut le voir comme ça, qui a rendu visite à Zelensky en Ukraine pour répéter que les États-Unis se rangeaient du côté de l'Ukraine, etc. Donc Poutine n'a pas mis beaucoup de temps à réagir à cette visite, en rendant, lui, pour le coup, en faisant un petit saut en Chine. Donc voilà, mais en tout cas, la Russie continue à avancer dans le nord-est, et l'Ukraine attend toujours beaucoup plus d'aide. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont reçu une grosse enveloppe des États-Unis ces derniers jours. Ils vont recevoir d'autres armes de l'Europe et également des États-Unis. Olaf Scholz, le chancelier allemand qui était en visite en Suède, a répété tout le soutien indéfectible de l'Allemagne et de l'Europe
pour l'Ukraine. Donc là-dessus, le soutien européen et américain ne faiblissent pas du côté de l'Ukraine. Mais en tout cas, pour que vous visualisiez un peu mieux, euh, ce, cette avancée, on regardera une petite vidéo de Arte, donc des dessous des cartes, comme lors des dernières semaines, pour vous montrer avec à l'aide des cartes et comment l'avancée russe est assez importante. Donc pour le coup, j'ai pas assez de place à chaque fois de mettre, j'ai pas envie de faire une présentation de 30 slides. Mais on regardera de manière beaucoup plus imagée l'avancée russe à la fin de cette revue de presse. Donc troisième sujet du jour, avant-dernier sujet, la situation à Taïwan. Donc la situation à Taïwan, on n'en a pas pour le coup énormément parlé, voire même pas du tout ces dernières semaines, parce que c'est vrai qu'elle s'était assez stabilisée depuis septembre. Et septembre d'ailleurs, septembre 2023 avait marqué est assez similaire à ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un contexte un peu plus particulier que je vais vous présenter maintenant. Et il faut rappeler qu'en septembre, déjà, il y avait eu énormément d'exercices militaires autour de l'île. C'est quelque chose de récurrent depuis que Xi Jinping a conforté sa place à la tête de la République populaire de Chine. Et Xi Jinping s'est promis qu'avant sa mort, avant son départ officiel de Pékin, qu'il allait reprendre l'île de Taïwan. C'est l'objectif rêvé de Xi Jinping, puisqu'il considère l'île comme une région à part entière de la Chine. Donc, pour vous le dire, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers jours, la Chine a enchaîné énormément d'exercices militaires autour de l'île. Il y a eu 45 exactement avions chinois. Il y en avait eu 23 quelques semaines plus tôt. Donc en prenant les derniers jours, on se rapproche d'une petite centaine d'avions chinois de différents types qui encerclent l'île de Taïwan. Et il y en a sur les 45 récents, il y en a 26 qui ont franchi la ligne médiane. Donc la ligne médiane, c'est quoi? C'est l'expression qu'on utilise généralement pour parler de cette frontière maritime un peu et aérienne invisible qui sépare en fait le détroit de Taïwan, parce que dans le détroit de Taïwan, il y a une partie chinoise, une partie qui appartient à Taïwan. Même si évidemment d'après la Chine, l'entièreté leur revient, mais plusieurs avions chinois sont donc passés du côté du côté maritime et du côté aérien du côté de Taïwan. Donc c'est une manœuvre et une stratégie militaire que la Chine emploie souvent. Hein. En septembre, il y avait eu aussi pareil une centaine d'avions, etc., qui avaient survolé l'île. Il y a un an également, beaucoup de navires, d'avions avaient encerclé et ça avait même pris une tournure assez inquiétante à Taïwan, puisque il y avait même eu des navires américains et français qui se tenaient prêts. Le porte-avions chinois commençait à se rapprocher de l'île de Taïwan. Donc il y a un an, ça avait été beaucoup plus douloureux qu'aujourd'hui. Mais ces exercices-là, ils ne sont pas à sous-estimer. D'ailleurs, il y a un grand exercice officiel de l'armée chinoise qui va avoir lieu dans les prochains jours, en prenant une île chinoise qui n'est évidemment pas habitée, mais la Chine va simuler l'invasion d'une île chinoise euh, pour simuler la prise totale d'une île. Et ils ont pris une île chinoise qui n'a pas totalement été rendue publique, mais ils vont s'entraîner à un exercice pour prendre possession d'une île rapidement. Et il y a plusieurs îles qui est aujourd'hui listées par la Chine pour cet exercice-là, et ils veulent s'entraîner à la possibilité de prendre une île d'une ampleur du moins ressemblant, d'une superficie proche de celle de Taïwan. Donc l'armée chinoise continue de travailler sur cet objectif-là, qui est un objectif depuis presque 10 ans maintenant, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Et la Chine n'a pas envoyé que des avions, ils envoient aussi des navires, comme je vous l'ai écrit, des navires des gardes de côte, d'autres navires de pêche étatiques,
depuis le mois de février. Hein. Donc, donc voilà. Et c'est assez important. Et d'ailleurs, parmi les îles dont je vous ai parlé, effectivement, il y avait l'île de Kinmen, qui est donc pas très loin de Taipei et de Taïwan. Mais en tout cas, la Chine n'est absolument pas prête à lâcher cette stratégie militaire qui prend place depuis maintenant plusieurs années. Et, euh, et cette préparation, cette stratégie militaire qui a lieu en ce moment avec les avions et les navires chinois prend place effectivement dans un contexte assez particulier, puisqu'il y a eu les élections présidentielles à Taïwan le mois dernier, il y a quelques mois. Et ces élections-là avaient été évidemment avec beaucoup de polémiques. La Chine avait soutenu un candidat pro-chinois au cours de ces élections-là, qui à un moment donné était assez haut dans les sondages. Finalement, le parti indépendant de Taïwan a remporté les élections. Donc Lai Ching-te va bientôt être investi nouveau président de Taïwan. Il sera investi à la fin de la semaine. Donc il renforce et intensifie sa présence autour de l'île la semaine où un nouveau président va prêter serment et diriger l'île de Taïwan. Donc c'est un moyen aussi de l'accueillir comme il se le doit. Et la Chine continue de faire de Taïwan un objectif diplomatique capital. Et il ne faut pas oublier que ce conflit à Taïwan, bien qu'il soit aujourd'hui froid et sans conflit direct comme la situation au Proche-Orient ou comme la guerre en Ukraine, il est vrai que c'est un conflit qui pourrait avoir des conséquences, et ce que disent les politologues, ce que disent les géopolitologues et tous les experts là-dessus, le, le potentiel la potentielle troisième guerre mondiale dont tout le monde parle depuis des années pourrait effectivement être entamée beaucoup plus avec la situation à Taïwan que le Proche-Orient ou que la guerre en Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre moins ou plus importante que d'autres. Ça veut surtout dire que les pays comme les États-Unis, comme le bloc occidental, comme l'Union européenne, représentée notamment par la France et l'Angleterre, euh, l'Union européenne, je parle pas de l'Union européenne, hein, je parle de l'Europe. Hein, attention, hein, évidemment que l'Angleterre n'est pas dans l'Union européenne, mais les pays du bloc occidental, etc., ont énormément de ressources, notamment liées aux semi-conducteurs et autres ressources à Taïwan. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent dans la chimie, etc., qui font beaucoup de voyages d'affaires à Taïwan, etc. Donc c'est un vrai allié économique de beaucoup de pays, comme les États-Unis, etc. Donc il y a tellement de ressources énergétiques, économiques et de poids politique à Taïwan, beaucoup plus que dans le Proche-Orient, que la Troisième Guerre mondiale pourrait être entamée s'il venait à avoir une vraie escalade aujourd'hui à Taïwan. C'est vrai que la scène diplomatique prendrait un coup d'une ampleur beaucoup plus considérable que une escalade au Proche-Orient, par exemple. Donc c'est toujours à surveiller, mais la Chine sait aussi qu'ils ont beaucoup à perdre. Pourquoi la Chine a beaucoup à perdre? Parce que c'est vrai que depuis que les États-Unis enchaînent mine de rien deux mandats assez compliqués à l'échelle internationale, Donald Trump puis Joe Biden euh, ont mis un véritable coup au poids politique des États-Unis, du moins au charisme, on va dire, ou aux alliances américaines dans le monde entier. Surtout que l'un des deux risque de redevenir président en octobre prochain. Donc les États-Unis ont une image à l'international qui n'est plus aussi puissante qu'il y a 20 ou 25 ans. La Russie est tellement prise par la guerre en Ukraine que forcément ils sont plus aussi ils ont plus cette réputation de superpuissance mondiale puisqu'ils sont tellement isolés et fermés que en fait finalement la Chine gagne beaucoup, et c'est aussi pour ça que la Chine joue ce rôle de médiateur de paix, de neutralité dans beaucoup de conflits, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de devenir dans différents domaines le pays numéro un mondialement parlant. Et c'est pour ça que d'ailleurs la visite de Xi Jinping en France, vous avez vu comment Emmanuel Macron a déroulé le tapis rouge à Xi Jinping alors que c'est un allié, alors que c'est plutôt un ennemi à l'échelle diplomatique, puisque la Chine, comme je vous l'ai dit, ils sont proches
de, de la Russie depuis de longues décennies. Pourtant, la France se refuse de fermer toutes les collaborations avec la Chine, parce que la Chine devient une telle superpuissance aujourd'hui que ça devient compliqué aujourd'hui de ne pas faire affaire avec la Chine. Et la Chine devient tellement puissante que aussi, mine de rien, ils sont assez frileux à l'idée de faire une escalade à Taïwan, puisque c'est tout leur jeu de tout leur pyramide de cartes qui pourrait s'effondrer s'ils venaient à faire cela, puisque une invasion de l'île de Taïwan par l'armée chinoise aurait beaucoup de points communs avec ce que la Russie a fait en Ukraine. Et ils voient aussi dans quel état se trouve la Russie aujourd'hui avec tous les boycotts internationaux. Donc c'est pour ça que ça reste à chaque fois passager, les menaces chinoises à l'encontre de Taïwan. Et puis donc Xi Jinping continue sa politique internationale. Et c'est vrai que pour le moment, il joue un jeu assez positif pour le poids de la Chine dans le monde. Puisque même, regardez comment la Chine a réussi à remonter la pente après les nombreuses alertes du traitement des Ouïghours. Finalement, alors c'est bien qu'il y a eu de vraies décisions de justice à l'international pour dire qu'effectivement il y a eu un génocide des Ouïghours en Chine. Mais finalement, vous voyez qu'ils n'ont pas énormément subi de boycott, ils n'ont pas énormément perdu dans cette affaire, la Chine aujourd'hui. Ils continuent à participer par en bas à toutes les compétitions sportives, ils continuent à organiser des événements internationaux, donc, et ils s'ouvrent de plus en plus à des pays qui de base étaient leurs ennemis. Hein. Il y a eu par exemple les relations avec les États-Unis continuent à être de plus en plus froide et plutôt positive. Hein. Il y a eu la visite de Blinken de plusieurs jours en Chine, dont on avait parlé il y a 2 semaines. Donc ça reste international. Mais voilà, c'est clair que c'est une situation qu'il faut toujours surveiller. Mais la Chine aujourd'hui a trop à perdre pour une escalade à Taïwan, clairement. Je vérifie juste s'il n'y a pas eu de truc. Non, il y a juste eu. Ah bah il y a 3 nouveaux policiers qui ont été blessés en Nouvelle-Calédonie. Xi Jinping, prudence, hein. Prudence. Xi Jinping, c'est un mec, faut pas le faire chier. Hein. Parce que tu sens derrière, il y a une famille derrière Xi Jinping, il y a une famille. Tu sens ça. Xi Jinping, pas touche, hein. Pas louche, hein, mais mitigé. Xi Jinping, c'est un mec, il vient au sommet de l'ONU en voiture, hein. Il a pas le permis, hein. Mais bon. Quel classique, putain. Tu vois, à l'ONU, Xi Jinping, c'est là que sa créativité s'illustrait, quoi, je peux te dire. Je peux te dire, Xi Jinping, il y a des dirigeants internationaux qui mangeaient des choses, c'était pas au menu. Hein. Ah là là, c'est extraordinaire, ça, monsieur Bouillot, ça. Ça, monsieur Bouillot, c'est une remarque extraordinaire. Hein. Ah là 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 là. Mais effectivement, ça fait partie plus ou moins de ce dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, je vais juste ouvrir un article que je m'étais mis de côté. Et comme je suis un peu arrogant, je vais ouvrir un article de moi. Comme ça. Comme ça, je sais que je peux me faire confiance. Enfin, si j'arrive à le retrouver. Bon, bah, je le retrouve pas. Dommage. Je sais que j'avais bien fait mon taf et que j'avais plein de chiffres. Mais comment on pourrait retrouver ça? Excusez-moi, vraiment, c'est super chiant. Mais j'ai envie que tout soit bien expliqué, donc je vais quand même le
le faire. Oui, c'est ça, voilà. Avant de commencer, on va rappeler un petit truc. C'est que ce dont je vais vous parler maintenant, ça concerne Javier Milei, donc le nouveau président des États-Unis. On n'est pas loin, pas loin vu son adoration pour Donald Trump. Mais il a remporté les élections présidentielles il y a 5 mois. Il avait été élu à peu près à 56%. Et il avait commencé son mandat dans une situation dramatique pour l'Argentine. Et Étienne on a fait une blague là-dessus. Mais c'est vrai que l'Argentine traîne une dette comme comme un boulet hein, depuis des années, depuis 2018. Parce qu'aujourd'hui, ils doivent au FMI, donc au Fonds monétaire international. Ils ont contracté plusieurs prêts d'une valeur de 44 milliards de dollars. Il y a eu une inflation de 150-165% en un an. Donc c'est vraiment compliqué. Hein. Il y a eu un appauvrissement généralisé de la population à peu près à 50%. Et c'est assez beaucoup de corruption évidemment. Donc ça prend place depuis dans une situation dramatique, l'une des pires de l'histoire de l'Argentine. Et c'est comme ça qu'il a été élu Javier Milei. Et il avait promis de couper à la tronçonneuse l'économie argentine et avait même possiblement voulu mettre en place le dollar américain comme monnaie nationale. Bon, ça n'a pas été encore fait, mais en 5 mois, il a déjà fait beaucoup de réformes économiques avec des succès et des échecs. Donc il a un bilan qui est assez mitigé, mais que même les économistes les plus libéraux ont du mal à analyser parce que ça a quand même apporté du positif, c'est vrai, à l'Argentine. Notamment sur le fait que cette politique d'austérité, hein, donc politique d'austérité, c'est quand on réduit drastiquement les aides sociales, quand, afin de rééquilibrer hein, plus ou moins les banques enfin le budget d'un pays. Tu augmentes les impôts, tu diminues les aides sociales et tu essaies de rééquilibrer les comptes afin de ne plus avoir cette dette là. Et en fait, parmi ces, et grâce à certaines de ces décisions, c'est vrai qu'il y a eu un excédent, donc forcément positif, de 275 milliards de pesos, et c'est une chose qui n'était plus arrivée depuis des années en Argentine. Donc c'est vrai que ça apporte, malgré tout, une certaine conséquence positive. Mais forcément, c'est le peuple et les plus pauvres qui ont souffert de ça. Surtout que, malgré tout cela, il est vrai que à côté de ça, tu as une baisse claire de l'activité nationale de l'Argentine, donc il y a beaucoup moins de travail, toujours autant de pauvres, le pays continue de s'appauvrir et il y a toujours autant de chômage. Donc l'État en tant que tel, l'Argentine en tant que pays va mieux parce que la dette diminue, l'inflation est en train de se réduire également. Donc tout ça, c'est des choses positives pour le pays en lui-même et c'est le peuple qui est en train de souffrir. Donc c'est pour ça que ça a mené à 2 grandes manifestations d'une ampleur historique, puisque l'Argentine n'avait jamais connu 2 vagues de manifestations aussi vastes en seulement 5 mois de mandat. C'est assez historique. Alors, tout est historique avec Javier Milei, parce que aucun précédent dans l'histoire de l'Argentine n'avait réussi à mettre autant en place des réformes économiques. C'est vrai que le pays a déjà considérablement changé en seulement 5 mois. Mais de l'autre, tu as une gronde populaire et qui est inédite en termes de rapidité pour l'Argentine. Et en fait, cette grève et ces manifestations ont conduit plus de 3 millions de personnes à descendre dans les rues de Buenos Aires ou Buenos Aires. Buenos Aires. Si. ¿Qué tal? Muy bien. Petite pensée à Yonim.
Mais cette grève a fait perdre beaucoup de milliards à l'Argentine en seulement une journée, parce qu'il n'y avait pas de banque, les banques et les écoles étaient fermées, pas de bus, pas de train, pas de métro, les 40 plus de 40 000 vols qui ont été annulés entre les régions en Argentine. Donc c'est aussi toute l'économie régionale qui a pris cher pendant cette manifestation. Donc clairement, l'Argentine se trouve dans une situation compliquée où il paye Javier Milei en train de perdre, enfin, est en train de vivre les conséquences rapides et désastreuses de sa politique économique. Même si ça va mieux, d'un côté, bah, de l'autre, c'est un peuple qui a du mal. Et Javier Milei a continué à dire qu'il était contre le fait de manifester, que manifester quand t'as un travail, c'est assez honteux dans un pays où il y en a qui n'ont pas de travail, que pour sortir de la dette, il faut travailler, que la solution, c'est le travail. Donc il a accentué vraiment sur le côté, sur l'importance du travail et l'importance de ne pas faire grève quand on a la chance d'avoir un travail. Il a mis l'accent là-dessus, mais l'Argentine continue de souffrir et de différents problèmes. Et couper à ce point-là les aides sociales, ça a eu des conséquences dramatiques pour une grande partie de la population argentine qui, en plus de ça, est déjà très pauvre. Je vous ai mis cette coupure de presse de La Nación, qui est le journal numéro 1 en Argentine. Et c'est vrai que bah, comme on a pu le voir en France, quand vous touchez au transport en commun, bah, c'est plein d'autres secteurs d'activité qui ont été touchés. Hormis certains restaurants et bars en Argentine, la plupart des commerces et autres étaient fermés, parfois par gronde populaire, parfois tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au travail. Donc le gouvernement a dénoncé des attaques mafieuses d'une partie de la population. Et il pourrait même avoir d'autres vagues de manifestations comme celle-ci en Argentine dans les prochaines semaines. Et ça risque d'être bien compliqué pour la stabilité du pays, parce que même s'il y a une petite croissance et certaines choses qui vont mieux, ça ne va pas durer très longtemps si Javier Milei se met à ce point-là et aussi rapidement le peuple à dos. Et il faut aussi souligner le fait que Javier Milei mise beaucoup sur l'élection possible de Donald Trump aux États-Unis dans les prochains mois, puisque c'est un fervent soutien à Donald Trump. Il a rendu d'ailleurs visite à Trump aux États-Unis lors d'un meeting du candidat républicain. Il l'a pris dans ses bras, il a fait un câlin, on aurait dit un enfant fan de Lionel Messi. Mais effectivement, l'élection de Donald Trump pourrait, un tant soit peu, peut-être permettre à Javier Milei de trouver des solutions et des alliés, puisque Amérique du Nord et Amérique du Sud ont quand même beaucoup de collaborations économiques et sociales et politiques ensemble. Oh, t'abuses. Tu trouves qu'il lui ressemble? Il lui ressemble pas. Toi, tu trouves vraiment qu'il se ressemble? Bah non, bah je comprends pas, non. D'accord. Jérémy, t'as bien reçu ma demande de modération, hein. T'es bien modérateur. Je te fais un clin d'œil, tu comprends ce qu'il y a à comprendre. Super. Bah là, il y a un mec bizarre dans le chat. À toi de prendre la décision que tu veux, hein. Ah bah oui, par contre, effectivement, tu as raison, Jérémy. Si c'est Joe Biden, ça risque d'être de plus en plus compliqué, parce que même à l'échelle... Il l'a banni une seconde. Incroyable. Ah. Oh, mais elle t'a supprimé. Elle t'a quand même supprimé ces 27 messages. Alors, t'es un bon modérateur, mais bon. Moi, après, comment je fais mes stats? Si les 27 messages d'Etienne sont supprimés. Mais non, t'as écrit 27 messages, t'es pas un... tu peux pas être un haters. Tu me fais mes stats. Moi, je suis content, hein. mais,
Mais blague à part, oui, bah, si c'est Biden, c'est sûr que c'est compliqué parce que même à l'échelle de l'Amérique du Sud, c'est compliqué. Hein. Bah, le Brésil, maintenant, il repasse à gauche avec Lula. Donc forcément, ils sont pas forcément des fervents adorateurs de la politique de Milei. Mais oui, ce sera, la situation en Amérique du Sud par rapport, pourrait avoir des conséquences assez ouf selon si c'est Trump ou Biden qui passe. Je pense notamment au Venezuela de Maduro, qui est toujours aussi boycotté d'un côté et adoré de l'autre. Donc faudra aussi surveiller ça de près en octobre pendant les élections. Bon mes amis, on va terminer ce live avec cette traditionnelle petite vidéo de notre ami d'Arte. Donc ça va, là on va surtout, ça va parfaitement compléter ce que je disais tout à l'heure sur Kharkiv, pour que vous compreniez plus ou moins à quel point l'avancée russe est quand même prépondérante et assez importante pour la politique de... Ah, elle a repassé en privé. Intéressant. Oh bah non. Peut-être qu'on va avoir... Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Ah, je suis déçu. Tu m'as déçu. Oh là là. Je vais mettre un pouce en bas. Ah, je suis déçu, Arte. Je suis déçu. Moi, je pensais que je pouvais compter sur toi. Bon bah, on n'aura pas... Et si je passe par dessous des cartes? C'était quoi le titre? La Russie prend la main? Ha! Qu'est-ce que tu dis de ça, Étienne? Qu'est-ce que tu dis de ça, Étienne? On dirait que... On dirait qu'on va pouvoir regarder, Étienne. Mille excuses. Bon, allez, petite vidéo, les potes. Les cartes, on commence avec le visage de celui qui était devenu l'une des... Vous avez le son ou pas? C'est bon, je crois, non? J'avoue, il va loin. J'avoue, il va loin. Ok, vas-y. Je disparais, les amis. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. On commence avec le visage de celui qui était devenu l'une des incarnations des guerres de Poutine, Sergueï Shoïgu, à la tête du ministère de la Défense russe depuis 2012. Le voici désormais limogé et remplacé par cet homme, Andrei Belousov. Après sa réélection sans surprise et son investiture pour un énième mandat, Poutine semble donc vouloir envoyer le signal d'un nouveau souffle, notamment dans la conduite de l'offensive à grande échelle qu'il mène contre l'Ukraine depuis février 2022. 2 ans et 3 mois plus tard, l'Ukraine tient bon, mais a pâti du gel de l'aide américaine ces derniers mois, enfin débloqué désormais. Entre-temps, la guerre s'est enlisée, mais depuis vendredi, la Russie semble tenter de reprendre la main avec une offensive menée dans la région de Kharkiv et une situation que les Ukrainiens qualifient de difficile dans une région symbolique et stratégique, vous allez voir. Sortons nos cartes.
Dans l'est de l'Ukraine, voici la ville de Kharkiv, ciblée depuis quelques jours par des bombardements aériens et une offensive terrestre de l'armée russe. Des villages autour seraient déjà tombés, Borisovka, Pletenivka, Pilna et Striletcha. En revanche, Kharkiv, la deuxième ville la plus importante d'Ukraine, serait toujours sous le contrôle de Kiev. La Russie semble vouloir reprendre l'avantage dans cette phase intermédiaire de la guerre où l'Ukraine est affaiblie par le manque d'aide occidentale, mais juste avant que n'arrive enfin l'aide américaine. Kharkiv, une ville symbolique, ciblée par la Russie dès février 2022 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les Russes ayant été repoussés par les Ukrainiens après leur contre-offensive de l'été 2022. Kharkiv, ville stratégique, à 413 km de Kiev, mais à 30 km seulement de la frontière russe, l'un des grands centres industriels et universitaires d'Ukraine, connecté à l'ensemble du pays, avec notamment cet aéroport international, lequel, en temps normal, dessert quotidiennement Kiev, Minsk, Varsovie et Istanbul. Kharkiv, dont les habitants tentaient de reprendre une vie normale ces derniers mois, mais qui se retrouve de nouveau ciblé par la Russie. Près de 6000 civils auraient déjà fui, et il semble plus loin que jamais le temps où les touristes venaient visiter la gigantesque place Svobody et son architecture soviétique. Une statue de Lénine y trônait en son centre jusqu'en 2015. Sur cette même place, le Dersprom, le plus ancien gratte-ciel du pays. Voici le parc Gorky, hier paisible espace vert avec des jeux pour enfants, ciblé pendant des semaines à partir de février 2022 par des tirs russes, sans objectif militaire, mais pour provoquer la terreur au sein de la population civile. Enfin terminons, côté russe, à 72 km de Kharkiv, voici Belgorod, une ville de la Russie de Poutine qui subit elle aussi les effets collatéraux de l'invasion russe de l'Ukraine, avec des frappes ukrainiennes et des victimes. Dans une déclaration récente, Zelensky assume ces frappes en Russie. Notre tâche numéro 1 désormais, dit-il, est de perturber les projets offensifs des Russes. Voilà, l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. C'est une émission extraordinaire d'ailleurs, ça. Vraiment les amis. Bon, ça sera bientôt la fin de ce live les amis. On se retrouve demain. Et demain les gars, je suis pressé. Hein. Ah, je peux vous dire. Hein. Ah, le News Tower là. Ah, il me met bien. Hein. Il me met